Bonsoir à tous et bienvenue. Interview exclusive avec le ministre Roger Félix Adon, cadre du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, sur la candidature du président Alassane Ouattara dans la première partie. Et puis dans la deuxième partie, nous parlerons des récentes violences orchestrées dans la commune de Yopougon. Pour en parler ce soir, monsieur le ministre Roger Adon Félix, bonsoir à vous, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Face à vous ce soir, trois consultants. Docteur Daouda Ouattara, analyste politique. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Cédric. Plus chérie Edith Balé, bonsoir, consultante. Bonsoir, Cédric. Et puis maître Cédric Koné, conseil juridique. Bonsoir, Cédric Koné. Bonsoir, Cédric. Comment allez-vous? Très bien, chez vous. Ça va bien. Alors, monsieur le ministre, première question. Quel sens donnez-vous à cette candidature du président Alassane Ouattara pour un autre mandat? Certains parlent d'un 4e mandat. Le RHDP parle d'un 2e mandat. Déjà, de la 3e République. Déjà, on a le sens de l'histoire. Pourquoi? Parce que cette candidature du président Alassane Ouattara est attendue par déjà les militants du RHDP et puis aussi par beaucoup d'Ivoiriens et d'Ivoiriens épris de paix, de démocratie, d'ouverture, de recherche de progrès économique. Donc voilà, le 22 juin, lors de la convention du RHDP, pendant le congrès, au stade des BMP, le président Ouattara avait accepté d'être encore président du RHDP, mais avait demandé quelques jours de réflexion concernant la candidature, arguant du fait qu'étant donné qu'il était le président de tous les Ivoiriens, il ne voulait pas prendre une décision devant un parti politique et il voulait prendre le temps de la réflexion. Donc c'est chose faite aujourd'hui. Donc nous sommes très heureux, nous sommes soulagés, nous sommes en joie que le président Alassane Ouattara ait accepté d'être de nouveau notre candidat. Nous sommes prêts et unis derrière lui pour aller en campagne électorale. Et quels sont les véritables et principaux enjeux de cette candidature? Mais déjà, l'enjeu, quand on va aux élections, le plus important n'est pas d'être candidat, c'est de gagner. Mais c'est pas forcément que de gagner non plus, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire derrière. Donc, avec le président Ouattara, déjà, bon, on va parler de l'égalité, on pense déjà qu'il est légitime dans les faits. Il gouverne la Côte d'Ivoire depuis un certain nombre d'années, avec une équipe, mais il le fait avec succès. On reconnaît qu'il y a quand même quelques difficultés, on ne peut pas les omettre, mais on voit la Côte d'Ivoire de 2010-2011 et on voit celle d'aujourd'hui, on voit que la Côte d'Ivoire a évolué. On sait aussi que dans ses intentions, il est responsable. Il a pris le temps de réfléchir, de choisir son temps, de consulter. Comme il a dit pendant lors de son discours, il était appelé par de nombreuses Ivoiriennes et Ivoiriens pour lui demander de nouveaux candidats. Donc voilà. Et on sait aussi que son projet, sa vision sera moderne. Il sera dans l'air du temps pour comprendre les enjeux de la Côte d'Ivoire de 2025 pour aller jusqu'en 2030. Donc la modernité de son projet et de sa vision. Et pour terminer, on a beaucoup aimé, et j'apprécie beaucoup, le ton qu'il a actuellement. Il a un ton, qu'il a toujours eu d'ailleurs, il a un ton qui est apaisant, un ton qui est tranquille, qui est rassurant. Il parle de paix, il parle de cohésion, il parle de progrès économique, et il sait que pour y arriver, il faut que nous soyons unis. Et il incarne vraiment les valeurs de notre République qui sont union, discipline, travail. Et c'est vraiment ce que le président Ouattara incarne pour nous. Et nous sommes persuadés qu'il gagnera les élections. Et on va l'aider à le faire, mais il n'a pas besoin de nous pour le gagner, mais on sera avec lui. Et surtout, que cette mandature de 2025-2030 sera une belle mandature pour la Côte d'Ivoire. Et comme il a promis aux Ivoiriens et aux Ivoiriens, ce sera un moment pour lui de léguer le pouvoir aux nouvelles générations. Bien, plus chérie Balé. Oui, merci beaucoup, Cédric. J'ai plusieurs questions, je ne sais pas si je les pose en même temps. On ira une par une. Bon, d'accord. Avant le pré-congrès, le président Ouattara lui-même avait parlé d'une demi-douzaine de cadres qui seraient prêts à lui succéder. On n'a jamais eu une idée de cette demi-douzaine quand pendant le pré-congrès, il a été littéralement plébiscité. Donc, j'aimerais savoir si on peut avoir une idée de cette demi-douzaine et pourquoi est-ce que finalement elle a été mise de côté pour la candidature du président. D'accord, merci pour votre question. Mais la demi-douzaine, pour être franc, on ne la connaît pas non plus. Moi, ce que je peux dire, c'est que la demi-douzaine, c'est une demi-douzaine de fois Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a cloné 6 fois, parce que je pourrais dire. Mais surtout, ce qui est important, c'est que tous les pré-congrès, il y en a eu 47. Tous les pré-congrès ont décidé qu'Alassane Ouattara soit le candidat du RHDP. Il y a eu quelques autres candidats qui se sont déclarés. Malheureusement pour eux, aucun pré-congrès ne les a plébiscités. Donc, les 47 pré-congrès ayant voulu cette candidature-là, lors du congrès, cette candidature a été validée et pour ça, elle a été plébiscitée. Donc, la demi-douzaine, qui va peut-être s'agrandir en 2025 et 2030, j'espère qu'elle sera atteinte. En douzaine maintenant.
peut-être que ça sera une douzaine, pourquoi pas. Et puis, mais nous sommes persuadés que... Mais rien ne prouve cela. Si depuis 2011 jusqu'à maintenant, cette demi-douzaine n'est pas prête à prendre le relais, on s'imagine, juste de 2025 à 2030, est-ce que cela serait possible avec le RHDP? Mais pourquoi pas? Ne soyez pas inquiets. On a eu des gens qui étaient prêts. Malheureusement, le destin a décidé autrement. Après, aujourd'hui, il n'y a pas de nom à donner. On verra. Allons pas à pas. Aujourd'hui, la priorité, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président du RHDP, est notre candidat. Donc nous, on attend qu'il dépose son dossier. Les parrainages sont en cours, il déposera son dossier. Après, on verra ce que va décider le Conseil constitutionnel. Ben, nous ne sommes pas inquiets. Cette décision-là, nous irons en campagne, on va gagner, on est sûr de gagner, enfin on espère gagner, en tout cas on est positif. Ensuite, il y aura l'investiture, après l'investiture, la prise de pouvoir. Donc et voilà, mais pour l'instant, on double à demi-douzaine, pensant à la campagne, ça le plus important, c'est de nouveau cette rencontre entre un homme qui est Alassane Ouattara et le peuple de Côte d'Ivoire pour justement une nouvelle aventure de 5 ans. Bien, docteur. D'accord, monsieur le ministre, dans votre propos, vous avez signifié qu'il ne s'agit pas d'être candidat pour être candidat, mais il faut être candidat pour gagner. À la question de Pulchérik Balé, de savoir, de connaître les noms de la demi-douzaine, vous venez de dire que c'est le président Alassane Ouattara cloné 6 fois. Est-ce que, de façon implicite, vous n'êtes pas en train de nous dire que, à part le président Alassane Ouattara, personne ne peut gagner, personne dans le rang du RHDP ne peut gagner les élections en Côte d'Ivoire? Si oui, quel sera le sort du RHDP au cas où le président Alassane Ouattara n'est plus là? Bon. La première chose déjà, c'est qu'on lui souhaite longue vie et nos prières l'accompagnent. Aujourd'hui, pour nous, il est le meilleur candidat. Il est le meilleur candidat. Donc, c'est la raison pour laquelle tout le RHDP uni l'a poussé comme candidat. Et sa candidature va au-delà du RHDP. Il y a d'autres partis politiques qui le soutiennent. Il y a des personnes de la société civile ou même des Ivoiriens épris de paix et de démocratie qui le soutiennent. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fera le jour où il passera la main? On a le temps de voir venir. Donc pour l'instant, excusez-moi je sais que vous êtes intéressé de parler de succession. Il se succède à lui-même. C'est ce qu'on cherche pour l'instant. Donc laissez-le qu'il se succède à lui-même et après on prendra le temps de réfléchir. Mais quoi qu'il en soit, quand dans une république, on a des institutions. On a un président, on a un vice-président, on a un premier ministre. Donc voilà, la seule chose qu'il y a, c'est qu'on espère que l'ordre naturel de succession se fera, que s'il gagne l'élection de 2025, en 2030, il proposera quelqu'un qui, naturellement, aura la capacité. Donc ça sert à rien de savoir s'il y a des gens compétents ou pas compétents. Pour nous, la personne qui est retenue, qui est choisie, qui a validé, c'est le président Alassane Ouattara. Thérèse Koné. Oui. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Koné. Bonsoir, maître Koné, excusez-moi. Je vous accueille avec beaucoup de plaisir sur le plateau, même si je n'en suis pas maître. Vous avez été ministre de 2 portefeuilles qui sont très importants pour l'État de Côte d'Ivoire. La modernisation de l'administration et également l'économie numérique, les télécoms et l'innovation. Alors, j'aimerais vous demander, monsieur le ministre, aujourd'hui, quel est le bilan que vous faites du gouvernement en matière de politique des droits de l'homme et de régularité dans l'application des procédures judiciaires? Bon. Déjà, c'est une question très vaste. Vous êtes allé de l'ambassade de l'administration et bien on parle de la procédure judiciaire. Bon, je pense qu'il y a 2 types. Quand on parle de modernisation, il y a la notion de procédure et la notion d'automatisation. Mais ce sont des moyens pour aller beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus sûre. Aujourd'hui, le portefeuille de la modernisation a été rattaché à celui de la fonction publique pour justement créer une synergie entre le traitement des fonctionnaires, le traitement des procédures et puis l'automatisation. Donc voici en fait tel que c'est fait aujourd'hui. Je pense qu'il Est-ce que cela se ressent véritablement au niveau des fonctionnaires? Est-ce que cela se ressent également? C'est-à-dire que j'ouvre une porte qui est déjà ouverte, mais est-ce que ça se ressent véritablement quand on voit tous les mouvements de grève au niveau de l'État de Côte d'Ivoire? Alors, on permettra à monsieur le ministre de répondre, mais je tiens à préciser que les sujets d'aujourd'hui, c'est bien sûr la candidature du président Ouattara. Et dans la deuxième partie, on parlera des événements du mouvement. Je vais juste préciser que la grève n'a rien à voir avec l'automatisation. C'est pas la même chose. Une grève, c'est un problème corporatiste, un problème de traitement, ou des fois un problème de discipline. C'est pas parce qu'on est mondialisé qu'on est... Donc voilà, donc aujourd'hui, les mesures qui ont été prises, c'était principalement de relever le traitement de salaire de certains fonctionnaires, de certaines fonctions qui permet de signer des accords pour éviter les grèves. Donc la modernisation continue, ne s'arrête jamais, parce que chaque jour que vous faites, on évolue.
Donc c'est un processus qui ne va jamais s'arrêter. En ce qui concerne la justice, il y a aujourd'hui le programme e-justice, donc piloté par le ministère de la Justice, qui permet aussi le traitement beaucoup plus simplifié et plus rapide de toutes ces procédures-là. Donc, bon, c'est pas forcément le débat d'aujourd'hui, mais c'est un débat très intéressant. Et je me tiens très vraiment à discuter de ça avec vous. J'aimerais vous relancer parce qu'on parle quand même de la modernisation de l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que notre fonction publique en l'état actuel est performante? Parce que ce sont des questions qui interrogent tous les Ivoiriens au-delà des clivages politiques aujourd'hui. Oui, notre fonction publique se modernise. Performante aujourd'hui, c'est quoi la difficulté? La difficulté est que un fonctionnaire doit être recruté, doit être déployé, doit être formé. Et quel que soit l'endroit du pays où il se situe, il doit avoir un traitement équivalent et il doit avoir la capacité à servir la population. Donc déjà, la fonction publique, c'est comment servir au mieux nos populations. Ensuite, je suis d'accord, il peut y avoir des intérêts corporatistes, il peut y avoir des problèmes de salaire. Ce qu'on a réussi à faire maintenant, c'est que le premier salaire du fonctionnaire qui mettait plus de 6 mois avant d'être réglé aujourd'hui, les délais sont restreints, on arrive à 1 ou 2 mois. Donc voilà, donc ce sont des choses qui évoluent. Mais qu'en est-il des usagers? Je me permets quand même de vous relancer. Malheureusement, ce n'est pas le sujet de cette émission. C'était juste une faveur que je vous faisais à ce sujet. Alors, monsieur le ministre, selon certains Ivoiriens, le président Ouattara ne sort pas par la grande porte, il sort plutôt par la petite porte. Selon ces derniers, le président risque de ternir son image à l'international et même au plan national en briguant un nouveau mandat parce qu'il a toujours dit qu'il souhaiterait passer la main à une autre génération. Cela n'a jamais été fait. Oui, ça va se faire. Maintenant, à la rigueur, c'est le temps qu'il le fait. Ça ne sera pas en 2025, ce sera en 2030. Ça, c'est la première chose. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ternir le bilan international? Ceux qui votent, ce sont les Ivoiriens, ce sont les Ivoiriens. C'est pour eux qu'il est là. Il n'est pas là pour un autre pays. Donc, si la Côte d'Ivoire, lors de ce vote, décide de réélire Alassane Ouattara, je ne vois pas en quoi cela peut déranger l'international. Ça dérangerait certains dans la mesure où cette candidature n'est pas, en tout cas, légale selon certains Ivoiriens. D'aucuns parlent d'un 4e mandat, si le RHDP parle ici d'un 2e mandat de la 3e République. Nous allons mettre sur la table, donc je ne vais pas me permettre de faire du juridisme, loin de là. Mais quoi qu'il en soit, en septembre 2020, le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire a dit que dans la disposition de l'article 183, le président Ouattara pouvait se représenter encore, puisque cette nouvelle constitution votée et promulguée en 2016 remettait les compteurs à 0. Voilà ce que a dit le Conseil constitutionnel. Donc c'est ce que nous respectons. Il y a des pays, je prends l'exemple du Rwanda, le président Kagame est en poste depuis 41 ans, il a une belle aura, c'est parce qu'il respecte sa constitution. Donc à partir du moment où la constitution est respectée, la constitution était votée par le peuple de Côte d'Ivoire. Donc le 8 novembre 2016, beaucoup d'Ivoiriens sont allés voter cette constitution qui a été promulguée. Il y en a qui étaient contre. Quand je prends par exemple le FPI du Premier ministre Afif N'Guessan était contre. Il a même dit à ce jour-là, lui ne voulait pas voter cette constitution parce que elle permettait au président Alassane Ouattara de se représenter en 2020. Il y a pourtant des cadres du RHDP qui ont dit en ce temps-là que ça ne permettrait pas au président d'être candidat. Non, mais ils ne sont pas constitutionnalistes. Ils l'ont dit, ils peuvent se tromper. Mais quoi qu'il en soit, celui qui a fait la constitution, qui l'a rédigée, qui l'a validée, c'est le président Alassane Ouattara avec des constitutionnalistes. Donc si quelques personnes se sont trompées, ça c'est leur fait. Toujours est-il, c'est que le président Alassane Ouattara, avant même 2020, il disait déjà qu'il ne comptait pas se représenter, mais que la constitution lui permettait de se représenter. C'est ce qu'il a fait. Donc voilà, donc au final, la question de savoir si l'international ou certaines personnes, c'est le respect de la loi. Si la loi est respectée, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Docteur. Monsieur le ministre, pour cette dernière séquence-là, à l'époque, il y a le ministre Hassan Kambile, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui était d'ailleurs le commissaire du Conseil consultatif constitutionnel, c'est-à-dire le commissaire du président de la République auprès du comité chargé de la rédaction de l'avant-projet de constitution, qui a dit devant les députés que la mise en place de la nouvelle constitution n'excluait pas les 2 mandats que le président avait déjà fait et que l'ancienne constitution limitait le nombre de mandats à 2. Vraiment, sincèrement. Je vais loin encore. Je ne veux pas qu'on prenne le temps. Il y a eu le ministre Cissé Bakongo qui a dit, que cette nouvelle constitution n'allait pas permettre au président Alassane Ouattara d'être à nouveau candidat en 2020. Oui. Et puis, les brochures, les flyers de campagne pour le référendum en 2016, c'était écrit noir sur blanc que cette nouvelle constitution-là n'allait pas permettre au président Alassane Ouattara d'être candidat. Les brochures sont encore là. Est-ce qu'on parle à la question, docteur Daouda Ouattara? Les brochures sont encore là. Est-ce que
est-ce que, en tant que collaborateur du président Alassane Ouattara, est-ce que, que pensez-vous de cette énième candidature? Bon, merci. D'abord, je suis content qu'il soit candidat. Je suis heureux qu'il le soit. Je suis plein d'espoir. Voici ma posture. Vous me parlez de 2016, ce qu'a pu dire le ministre Hassan Kambilé et ce qu'a pu dire aussi le ministre Cissé Bakongo. Toujours est-il que, en ce qui concerne le ministre Cissé Bakongo, il a dit quelques fois, les interviewés où j'étais présent, qu'à l'époque, il s'était trompé. L'erreur est humaine. Le président Ouattara, c'est quand même lui qui a décidé avec les constitutionnalistes de faire cette constitution. Le Conseil constitutionnel a décidé que cette candidature en 2020 était possible. Et je suis persuadé qu'il dira la même chose puisque de un mandat, on part à 2. Mais surtout, ce qui se passe, je n'ai pas fait de juridisme loin de là, je ne suis pas un homme de loi, je ne suis pas un homme de droit. Les dispositions de la Constitution, il n'y a aucun endroit où c'est écrit que les compteurs étaient remis à 0. La Constitution de 2000, c'était en son article 35 qu'on disait le président de la République avec des conditions. La Constitution de 2016, c'est son article 55 avec des conditions qui sont complètement différentes. Après, il y a 2 autres dispositions. Il y a l'article 183 qui dit que cette constitution-là reprend les lois qui ne sont pas du domaine de la Constitution, mais remet les compteurs à 0. Il y a l'article 181 qui dit que les institutions qui ne seront pas mises en place en 2016, au moment une fois que la Constitution sera promulguée, resteront en l'état et prendront le temps ensuite d'être installées. Donc, c'est le cas de la présidence de la République qui était installée sur la Constitution de 2016 le 14 décembre 2020. Bien. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc je comprends qu'ils aient pu se tromper, mais ne vous arrêtez pas sur des erreurs, tout le monde se trompe. Restez sur la Côte d'Ivoire qui a dit voici la nouvelle constitution, le Conseil constitutionnel qui a dit voici le nouveau candidat qui est bien. Alors, je viens rapidement. Monsieur le ministre, à ce niveau de responsabilité, on peut se permettre ces gens d'erreur, vraiment c'est compliqué. Parce que figurez-vous, en 2000, après la décision Tiakone, en 2000, dans l'année 2012-2015, M. Tiakone est revenu sur sa décision. En 2010, M. Paul Yaoundé est venu nous dire autre chose. Il prend une décision après, il vient nous dire autre chose. Si M. Bakongo vient dire quelque chose et c'est dit après. Bon, en fait, à ce niveau de responsabilité, si on se permet de se tromper à chaque fois et revenir dire autre chose, bon, on ne va pas quitter dans ce tempo. Bien. Il n'y a pas d'imbroglio. Suivez l'arrêté du Conseil constitutionnel de septembre 2020. Voilà. C'est ça qui compte. Bien, je tiens à préciser que nous attendons des questions de la part des consultants sur ces sujets. Allez-y, plus cher Iqbali. Oui, merci. Bon, nous autres, on a combattu le 3e mandat, donc on ne peut pas légitimer le 4e. Mais j'aimerais poser 2 questions au ministre. C'est sur ce qu'il a dit lui-même dans ses propos tout à l'heure. Il a dit que cette candidature est légitime dans les faits. Il a aussi dit que le président emploie un ton apaisant qui rassure. Et donc, j'aimerais lui poser 2 questions. Est-ce qu'il est vraiment légitime dans les faits lorsque on veut prendre en compte les déguerpissements, lorsqu'on veut prendre en compte l'échec de la politique des logements sociaux? Et est-ce qu'il parle vraiment de paix quand il refuse le dialogue politique qui est en principe la base qui pourrait garantir réellement des élections apaisées en 2025? D'accord, je vous remercie pour votre question. Mais il a un bilan. Maintenant, le bilan qu'il a, il ira le défendre devant les Ivoiriens. Il ira le défendre. Et après, les gens vont décider, on vote ou on ne vote pas. C'est ça. Maintenant, il y en a qui croient qu'il va gagner, dont moi et dont de nombreuses personnes. Vous parlez maintenant du bilan, les logements sociaux. Il y a pas plus de 2 semaines, le Premier ministre, avec le ministre de la Construction du Logement et de l'Urbanisme, ont lancé un programme de logements sociaux. Sans avoir réglé les problèmes liés s'il vous plaît, madame. Okay. Si vous me posez une question, vous répondez pour moi, on ne va pas avancer. Donc, monsieur m'a fait tout à l'heure, j'ai écouté. Allez-y. Ayons la capacité d'écouter et puis de répondre là, comme ça on va avancer. Premièrement. Secondo, vous me parlez de déguerpissement. Les déguerpissements, c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné, il y a eu 2 types de déguerpissements. Il y a eu des déguerpissements de personnes, de logements, et il y a eu des déguerpissements de personnes qui travaillaient dans des endroits qui étaient interdits, notamment dans certains marchés. Vous aimez le respect des textes. Donc, ce qui veut dire que quand quelqu'un se met quelque part sans avoir le droit, la force publique peut se dire à un moment donné, je vais dépasser la personne. C'est ce qu'on appelle les déguerpissements. Donc, ça a été fait à un moment donné, ça n'a pas été forcément très bien fait. Le gouvernement a décidé de le faire de manière différente.
Vous parlez du troisième point, c'est quoi le troisième point déjà? C'est le dialogue politique. Le dialogue politique. Mais vous n'aviez pas fini sur les logements sociaux. Sur le dialogue politique, comme vous le dites, vous respectez les textes. Dans la loi de Côte d'Ivoire, la Constitution ivoirienne, il n'est écrit nulle part qu'on doit faire un dialogue politique. Toutefois, il y en a eu 5. En 2011, après la crise post-électorale. En 2015, avant les élections de 2015. En 2019, après les élections de 2020. En 2020, il y a eu 2 dialogues politiques. Un qui s'est fait en février, l'autre qui s'est fait en septembre et en octobre. Et puis, il y en a eu en 2021 et 2022. J'ai même, comme je connais vos questions, voici le dernier dialogue politique qui a été paraphé par tous les partis politiques. Il est présent. Donc, il y a eu 21 partis politiques, dont 26. Et il est dit, enfin, de ce dialogue politique, que les conclusions et le suivi devraient être faits par le ministère de l'État et de la Sécurité. Donc, avant de venir faire un nouveau dialogue, je sais que vous allez me dire, oui, il y a peu de suivi, il y a peu de rencontres. Il n'y a même pas eu de comité de suivi. Donc, même pas, mais il y a des actions. Des actions qui sont en cours. Il y a des actions que je regarde, pour moi, qui sont même faites et finalisées. Après, il n'y a pas donc voilà, donc, peut-être rapprochez-vous du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Allez parler avec lui. Mais je pense qu'en fait, qu'au final, le dialogue politique ne doit pas être un moyen de prendre les Ivoiriens en otage. Ça ne doit pas être un moyen de prendre dans des bureaux, dans la rue, des décisions que vous n'avez pas dans les urnes. Parce que, avant tout, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui est souverain. C'est lui qui donne la souveraineté, c'est lui qui donne le pouvoir après des élections. Donc, voilà. Donc, il y a des partis politiques, par exemple, il y en a 21. Il y en a qui n'ont pas de représentation nationale. Il y en a qui n'ont pas de députés, il y en a qui n'ont pas de maire. Donc, quelle est leur valeur? Je ne veux pas remettre leur existence en cause, mais je dis surtout que ce n'est pas parce qu'on est un parti politique qu'on doit toujours pouvoir parler. On parle à ses adhérents, je suis d'accord, mais le gouvernement, avant tout, il travaille, il est aux affaires, il fonctionne, parce que justement, il y a beaucoup de besoins dans les logements sociaux, qui est une priorité pour les Ivoiriens, pour les Ivoiriens, ça, je suis d'accord avec vous. Mais le dialogue politique ne doit pas être un moyen de fuir certaines actions et puis de faire en sorte que le gouvernement prenne du temps à discuter avec les partis politiques au lieu de s'occuper de la population. Est-ce que vous estimez qu'il y a nécessité d'un dialogue politique à 3 mois de la présidentielle? Mais déjà, aujourd'hui, nous sommes à 3 mois de la présidentielle. Le dialogue politique, bon, il y a eu quelques débats il y a 2 semaines entre le RHDP puis la CAPCI. Bon, c'est parce que ça, il y a eu, en tout cas, ils ont fait une première ébauche. On va voir le suivi et la suite. Ça a plu à certaines personnes. Mais concrètement, ce n'est pas forcément ce qui fait avancer le pays. C'est bien de discuter, c'est bien de dialoguer. La preuve, on se trouve là à 4-5. On n'est pas forcément de bord identique, mais nous échangeons. Mais surtout, un gouvernement doit être dans l'action. Dialoguer, c'est très bien. On est un pays de paix, un pays d'ouverture, un pays de dialogue. Il faut dialoguer. Mais surtout, il faut avoir un bilan, il faut travailler. Donc, je suis d'accord que durant cette mandature-là, il y a eu quand même 3 mois de dialogue politique, du mois de décembre 2021 au mois de mars 2022, avec des conclusions. Donc maintenant, mettons ces conclusions en place et puis avançons. Bien. Maître Sédé Koné. Alors, monsieur le ministre, moi, j'ai une question à vous poser qui est directe et qui est franche. En 2009, on a vu le président Laurent Gbagbo, qui à l'époque était chef de l'État, prendre un décret pour permettre à M. Alassane Ouattara de devenir candidat exceptionnel pour l'année 2009, uniquement pour l'année 2009. Ensuite, dans l'évolution du temps, on a vu que le chef de l'État actuel s'est représenté en 2015 où il était candidat par dérivation. Et ensuite, en 2020, il a été candidat pour cas de force majeure. Est-ce que vous ne pensez pas, dans un souci de détente, dans un souci de décrispation politique, que par le fait du prince, le chef de l'État actuel, M. Alassane Ouattara, devrait lui aussi prendre un décret pour permettre à ses challengers, Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo, de se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2027? Je vous remercie pour votre question qui est très directe. Je vais essayer de vous répondre aussi avec autant de franchise. Ce sont 2 cas différents. Le président Laurent Gbagbo, malheureusement pour lui, je dis bien malheureusement pour lui, est sous le coup d'une décision de justice. Bon, après, je ne suis pas un homme de droit, je n'ai pas votre capacité. Non, on pourra en parler. Je suis ouvert, mais on pourra en parler. On ne va pas faire de juridisme sans mépris. Hein, j'ai dit vraiment sans mépris, décision de justice. Et cette décision est-elle juste ou injuste? Il est sous le coup, donc justement, d'une perte de droits, de ses droits civils et de ses droits politiques. La Constitution de 2016 donne le pouvoir de grâce au président de la République, chose qu'il a faite. Il a dû donner une grâce. Mais je suis d'accord avec vous, c'est que la grâce supprime la sanction, mais maintient la peine. C'est ça, je ne vois pas que je me trompe. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, il lui faut, pour que ce soit encore mieux, une amnistie.
comme ont pu bénéficier certaines personnes en août 2018, dont Madame Gbagbo, dont Monsieur, je sais que connaît Katina, et ainsi de suite. Bon. Il s'avère que le gouvernement n'a pas fait ce projet de loi, mais les députés aussi peuvent s'auto-saisir et puis faire une proposition de loi. Ça n'a pas été fait, et moi, personnellement, j'ai beaucoup discuté avec mes collègues qui sont au Parlement, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Ils m'ont dit que les gens de PPACI n'ont jamais fait cette demande-là. Bon. Donc, vous voulez que, de manière régalée, le président Ouattara dise, oui, dans un souci d'apaisement et de décrispation. Bon. Parce qu'il est le père de la nation. Oui, il est le père de la nation, il est le chef de l'État. Mais moi, par rapport à ça, je n'ai pas d'avis et je ne veux même pas donner le moindre conseil là-dessus au président Ouattara qui a la capacité à réussir, à savoir quoi faire. Il faut prendre le cas de Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, c'est complètement différent. Il a, à un moment donné, pris une nationalité qui n'était pas la nationalité ivoirienne. Pendant 23 ans, il n'est pas venu en Côte d'Ivoire. Ce n'est qu'à 62 ans qu'il a pensé à se dire, tiens, je vais m'inscrire sur la liste électorale. Bon, malheureusement pour lui, il a été sous le coup d'une loi que certains disent qu'il était appliquée seulement qu'une seule fois, c'est possible, mais il était mis sous le coup de cette loi-là. Bon. Vraiment, chacun est différent. Et je pense que le respect de la loi, comme Mme Balem souvent le dit, le respect des textes, fait que c'est ce qui nous fait rentrer dans une vraie démocratie. La loi peut être injuste, c'est vrai, mais c'est la loi. Et je pense que le respect de la loi. Maintenant, si le président Ouattara décide de faire des gestes d'apaisement, c'est son droit. Mais je pense que la Côte d'Ivoire peut avancer sans menace et sans se dire que parce que 2 ou 3 personnes ne sont pas sur la liste électorale, il va y avoir un problème. Bien, Dr Daouda Ouattara. Vous permettez que je relance parce que j'ai quand même vu... Dans le même sens? Oui, dans le même sens. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu 2 poids, 2 mesures d'avoir fait une amnistie pour le ministre du président Laurent Gbagbo pendant que lui-même, il a la grâce? Qu'est-ce qui peut justifier ça? Mais déjà, l'amnistie, elle prenait en compte près de 600 personnes. 600 personnes, donc c'est un geste de masse. Là, ce serait pour 1 à 2 personnes. Donc c'est différent, donc c'est pas 2 poids, 2 mesures. Pourquoi Katina, il en bénéficie et pas le président Laurent Gbagbo qui lui était co-accusé? Je vous rappelle. Le pouvoir présidentiel. La Constitution donne des droits pour la République, il les assume selon son bon vouloir. C'est ce que donne la Constitution. Donc, après, même derrière, si certaines personnes veulent faire une proposition de loi, on l'a dit plusieurs fois au PPACI, ils ne l'ont jamais fait. Donc pourquoi veulent-ils faire passer le président de la République ce qu'eux-mêmes ils ne font pas? Qu'ils le fassent. Dans une assemblée qui est majoritaire, parce que quand un texte de loi, quand il y a une proposition de loi qui émane de l'Assemblée, elle doit quand même être votée à la majorité qualifiée. Non, mais ils sont ensemble. Ils peuvent aller au bureau de l'Assemblée nationale discuter avec eux. Monsieur le ministre, nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous savons que l'Assemblée nationale n'est pas avec l'opposition. L'Assemblée nationale est majoritairement acquise au régime actuel. Donc, quel est le poids, quel est le pouvoir d'une proposition de loi qui émane de l'opposition? Ça ne peut pas exister, monsieur le ministre. Ça peut exister? Non. Ils peuvent convaincre les autres, quoi qu'il en soit. Si jamais même le RHDP décide de mettre la loi, les députés peuvent ne pas la voter. Donc c'est justement à eux de convaincre leurs collègues de voter cette loi-là. Bien. Docteur Daouda Ouattara, dernière question avant la pub. Bien. Ah non. Avant la pub, c'est la dernière question. Monsieur le ministre, a-t-on une garantie que la constitution actuelle ne sera pas encore modifiée ou changée entre 2025 et 2030 pour que votre champion, M. Alassane Ouattara, soit encore candidat en 2030 et en 2035? A-t-on une garantie? Mais à vous de poser cette question-là à ceux qui nous gouvernent, dont moi. Ça fait partie du projet. Donc, il y avait une justification qui a fait que la Constitution a été modifiée en 2016. Il y a une justification. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre justification puisque on fonctionne avec cette Constitution-là. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle soit modifiée. Mais après, je ne veux pas que dans 10 ans, vous viennent me dire, Roger Adam avait dit ci et puis il y a eu ça, donc je ne veux pas faire de promesses. Il n'y a pas de raison objective aujourd'hui que cette Constitution soit modifiée. Et voilà. Mais le président Ouattara a dit que de 2025 à 2030, si le peuple de Côte d'Ivoire lui redonne encore la confiance, lui, son objectif principal sera de transmettre le pouvoir à une génération, une équipe qui sera mise en place dès son investiture. Voilà, notre invité est le ministre Roger Félix Adomka du RHDP. On marquera une courte pause, on revient juste après pour la suite de cette émission.
Voilà, de retour de la pub. Dans cette émission, nous parlons de la candidature du président Alassane Ouattara. Et puis, dans quelques minutes, nous parlerons aussi des récentes violences tenues dans la commune de Yopougon. Mais avant, toujours place au premier sujet. Et bien avant la question de Chéric Balé, Monsieur le ministre, j'ai une question pour vous. Alors, que répondrez-vous à ceux qui soutiennent que cette absence de candidats de la nouvelle génération au sein du RHDP traduit une crise interne de leadership au sein de votre parti politique? Mais le leadership, il est clair. On est président de la République, président de parti. Il n'y a pas de leadership. Le leadership au sein de la prochaine génération après le président Ouattara. Tout ceci va se mettre en place. Soyez patient. Il ne peut pas y avoir deux leaders, deux chefs. On a un leader, un chef et un sous-chef. Après, c'est lui qui, en tant que chef, qui nomme les sous-chefs. Il y en a qui existent, qui sont prêts ou qui vont se préparer. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Soyez patient. Si vous voulez savoir ce qui va se passer par la suite, votez massivement tous ce RHDP et puis vous saurez en 2025 et 2030 ce qui va se passer. Bien, puis Chéric Balé. Ok, merci. Avant de poser ma dernière question, j'aimerais relever deux choses rapidement. La première chose, c'est que sur les logements sociaux, la première phase s'est très mal passée. Il y a eu beaucoup de citoyens qui ont souscrit. Et puis après, les coûts des logements ont changé, qui n'ont pas été remboursés jusqu'aujourd'hui. Il y en a qui ont eu des maisons inachevées, livrées. Il y a des cités où il n'y a pas d'école. En tout cas, il y a beaucoup de problèmes qui n'ont pas été résolus avant qu'on ne fasse cette phase. Ensuite, pour les déguerpis, ce n'est pas tout le monde qui était dans l'illégalité. Un village ne peut pas être dans l'illégalité sur son site. Quand nous tous, on sait ce que représente un village culturellement, historiquement, identitairement et tout ça, il y a eu des cités avec des cités immobilières, ça c'est pas l'illégalité. Il y a eu aussi des quartiers comme Gesco où il y a des ACD, les personnes ont des ACD. Pour les commerçants, quand on prenait les taxes avec eux, on savait pas qu'ils étaient dans l'illégalité. C'est une question que vous posez. C'est pas une question. Je suis en train de vous informer sur la situation des déguerpis pour dire que ce n'est pas tout le monde qui était dans l'illégalité. Est-ce qu'on parle à la question pour question de temps également? On a perdu 3 minutes déjà. Que c'est pour des défis économiques, sécuritaires, monétaires qu'il se présente de nouveau. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait en 3 mandats pour ce qui concerne les défis économiques et monétaires qui existent toujours et qu'il faille faire? Merci pour votre question. Les premiers commentaires, je ne vais pas relever. Ça sera d'autres débats, j'espère qu'on aura le temps de discuter dessus, sur les déguerpissements, sur les logements sociaux. Mais on a encore beaucoup à faire sur les logements sociaux, nous en sommes conscients. En ce qui concerne les défis, le monde il n'est pas statique, le monde est dynamique. Les enjeux bougent et évoluent. Quand on prend en 2020 et 2025, nous avons subi diverses crises. Première crise, la crise en Ukraine, qui a conduit à l'augmentation des prix de matières premières. La crise au Moyen-Orient, la guerre entre Israël et le Hamas, qui a fait que justement les produits pétroliers ont augmenté. Donc le monde a changé. Ce qui a fait principalement que du point de vue économique, les défis ont été différents, puisque ça conduit mécaniquement à l'augmentation des produits que nous importions, aussi bien des matières premières que des produits pétroliers. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les défis sécuritaires. Entre 2015 et 2020, le terrorisme s'est accru. En face, nous avons des pays qui ont créé entre-temps l'AES, où ils ont des défis sécuritaires, et leurs défis sécuritaires sur nos voisins arrivent aussi chez nous. Donc c'est ce qui fait qu'en fait, qu'au final, il y a des défis que nous avons aujourd'hui, que nous n'avions pas il y a quelques années. C'est ce qui nous conduit à faire de la continuité, à avoir un homme d'expérience, de ne pas prendre un apprenti sorcier qui va venir mettre la Côte d'Ivoire dans la difficulté. Comme on dit, on ne veut pas un président qui va nous mettre dans le pain. Mais vous avez dit que le monde est dynamique et nous le savons tous. Donc, tant que le monde ne s'arrête pas de tourner, lui, il va toujours se présenter. Puisque les défis ne vont pas s'arrêter. Oui, mais justement, les défis que nous avons actuellement sont très importants. Je suis d'accord qu'il y a eu des périodes qui sont beaucoup plus calmes, des périodes d'accalmie, des périodes de crise. Nous sommes dans une crise mondiale aujourd'hui à laquelle il faut une personne d'expérience. Il faut une équipe organisée. Il faut une certaine continuité. Il ne faut pas des gens qui vont venir faire que des promesses et puis après, derrière, on met les Ivoiriens dans la difficulté. C'est la raison pour laquelle nous, quand je l'ai dit, ce n'est pas forcément le RHDP, c'est de nombreux Ivoiriens pensons que le président Alassane Ouattara, vu son parcours, vu son expérience, vu ses promesses, est la meilleure personne pour continuer à présider les décisions de notre pays. Docteur. D'accord. Monsieur le ministre, vous venez de parler du système sécuritaire. Oui. Voilà, vous venez d'évoquer le cadre sécuritaire. En fait, on a l'impression que vous êtes en train de nous dire qu'à part le président Alassane Ouattara,
personne ne peut garantir la stabilité et la sécurité de ce pays. D'accord. Mais est-ce que c'est un système qui garantit la sécurité et la stabilité d'un pays ou bien c'est un seul individu? Tout se réduit à un seul individu. C'est vous qui parlez de ça. Hein. On vous dit que nous, on vous donne le meilleur. La meilleure des personnes à cette place-là. Après, tout le monde peut faire ce qu'il peut. Il y en a qui le feront bien, d'autres qui le feront mal. On vous donne le meilleur. Avec le président Alassane Ouattara, vous avez la meilleure personne pour régler ces défis-là. En Côte d'Ivoire, pour ça, c'est lui qui est le meilleur actuellement. Mais voilà ce que nous vous disons. Est-ce que c'est le système qui fait de lui le meilleur ou bien c'est lui-même qui se transcende tout c'est les deux. Un travail se fait, il y a un leader, il y a une équipe. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous aimez le football. Bon, celui qui joue dans l'équipe de Mbappé, c'est pas le seul footballeur, il y a 11 footballeurs. Et c'est Mbappé qui met les buts. Voilà, c'est la différence. Donc voilà, donc ils ont un bon entraîneur aussi. Donc je veux vous faire comprendre que c'est une équipe. C'est une équipe, mais une équipe doit être bien dirigée, doit être bien organisée. Et c'est pour ça que je vous dis qu'avec le président Alassane Ouattara, vous mettez le meilleur. Monsieur le ministre, si c'est Mbappé qui met les buts, l'équipe joue pour Mbappé, pour que Mbappé puisse mettre les buts. Ça veut dire que si Mbappé n'est plus là et qu'on prend par exemple Maître Cédric Koné, qu'on le met à la même place, si la même équipe fait le même travail, monsieur Cédric Koné peut mettre les buts comme Mbappé. Dans ce cas-là, voilà. Pourquoi ça vaut la peine d'acheter Mbappé à des millions d'euros? Pour faire comprendre que ce n'est pas si simple que ça. C'est pour ça qu'il faut un leader. Il y a une phrase qui dit... Le système ne s'arrête pas à un seul individu, mais que tout le monde peut le faire. Ce que vous dites, tout le monde ne peut pas le faire. Ce que vous dites là, c'est oui, tout le monde est irremplaçable. Tout le monde est irremplaçable, je suis d'accord avec vous. Mais il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons. On a eu plusieurs présidents de la République en Côte d'Ivoire. Il y en a qui ont bien gouverné, il y en a qui l'ont moins bien fait. Je donne d'excès personne quand je dis ça. Mais au final, on juge un bilan. On juge un bilan. Nous, on estime qu'il est le meilleur. Vous pouvez ne pas le penser. En 2020, le président Alassane Ouattara avait voulu passer la main. Ouais. Et c'est un cas de force majeure qui a fait qu'il est revenu sur la scène politique ou bien l'échiquier politique. Ouais. Et s'il avait passé la main en 2020, tel que vous êtes en train de parler, s'il avait passé la main si je peux m'exprimer librement, je vais vous dire ceci. Chaque personne a un talent. Chaque personne a un talent. Vous êtes habillé aujourd'hui avec votre costume, vous êtes très beau, il sera moins beau que d'autres personnes. Donc voilà ce que je veux dire. C'est qu'en fait, on n'est tous pas uniques et identiques. Donc lui, diriger la Côte d'Ivoire, nous on estime que c'est le meilleur. C'est pas le même, tout le monde n'est pas pareil. Moi, personnellement, je ne peux pas prendre sa place aujourd'hui. Voilà, je suis franc. Voilà, je suis franc, je dis à toute franchise. Il ne suffit pas de dire, je viens, je fais. C'est pas comme ça, parce qu'on a un talent, on sait parler aux gens, on a une méthode, et ainsi de suite. Ensuite, vous dites, oui, s'il avait passé la main en 2020, avec le SI, on ferait tellement de choses. Et puis, je vous rappelle encore, en plus en 2020, quand il voulait passer la main, qu'est-ce que a dit le RHDP? Les jeunes ne voulaient pas qu'ils partent. Il leur a dit, laissez-moi partir. Bon, le destin l'a ramené. Mais il nous reste 20 minutes pour passer maintenant au deuxième et dernier sujet de cette émission. Bon. Monsieur le ministre, dans la nuit du 1er au 2 août dernier, une attaque a éclaté à Yopougon, attaque selon en tout cas le procureur de la République dénommée d'une particulière gravité. Et vous, personnellement, quelle lecture faites-vous de cette situation? Bon, à quelques mois c'est vrai que, comme beaucoup de personnes, j'ai lu ce qui s'est passé. Il y a eu quelques vidéos, quelques commentaires. Moi, personnellement, je ne veux vraiment indexer personne. Il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Laissons la justice faire son travail. Il y a des personnes qui ont été inculpées. Si j'ai bien noté, il y a 11 personnes. Selon la loi de la Côte d'Ivoire, tant qu'on n'est pas jugé, on est présumé innocent. Je ne sais pas, moi, je ne les connais pas. J'ai écouté une vidéo non plus aussi. Et voilà. Mais ce qui est important, au-delà de cette violence-là, je pense que, tout à l'heure, je disais, comme a relevé Mme Ballet, que je disais que le président Ouattara avait un ton apaisant. Je pense que nous devons désarmer nos cœurs. Le plus important, c'est de savoir qui va être élu le 25 octobre. Mais une fois qu'une personne est élue le 25 octobre, la vie continue. Nous allons continuer à vivre ensemble. Nous allons continuer à évoluer ensemble. Donc, il est important que les hommes politiques soient plus rassurants que des va-t-en-guerre. Il est important que nous ayons un temps apaisant, que nous ayons un ton qui amène vers la paix, un ton qui amène vers la cohésion. Après, on peut ne pas être d'accord. Je pense qu'on est autour de cette table-là. On peut ne pas être d'accord, mais on échange, on discute. Et puis, ce qui peut ne pas se faire aujourd'hui va se faire demain. Aucune œuvre n'est parfaite. Mais tout se fait un jour. Et même si ce qui se fait, nous ne le voit pas, nos enfants, nos petits-enfants le verront. Donc vraiment, ce qui est important pour moi, c'est vraiment que chacun ait un ton rassurant, que nous allions à des joutes électorales, que ces joutes électorales soient le plus apaisées possible, que nous n'effrayons pas nos concitoyens. Excusez-moi, monsieur, j'ai voulu dire quelque chose, je ne vais pas vous interrompre. Puis, Chéri Balé, question sur ce sujet? Sur ce sujet, non, je n'ai pas de question, j'ai un commentaire, enfin.
Donc, j'ai rien à dire. Bon, on va d'abord prendre les questions. Allez-y, docteur Daouda Ouattara. Alors, moi, je commence par condamner avec la dernière énergie ces actes terroristes qui ont été perpétrés à Yopougon. Vraiment, ça n'honore pas la Côte d'Ivoire, ça n'honore pas l'image. Je suis d'accord avec vous. Que nous vivons tous de la Côte d'Ivoire. Et en deuxième lieu, je veux saluer la promptitude avec laquelle la police et les forces armées ont travaillé pour essayer de nous sortir de ce bourbier. Alors, la première question, bon, j'ai un questionnaire, moi c'est un questionnaire, parce que de cette question principale-là découlent des questions subsidiaires. Voilà. La première des questions que je souhaiterais poser à monsieur le ministre, c'est à qui profitent au juste ces actes de vandalisme? Qui sont ces fauteurs de troubles? Quelles sont leurs véritables motivations? Y aura-t-il des actions d'une telle envergure? Si oui, sur combien de temps? Je suis d'accord, et puis bon, je ne vais pas le dire, mais c'est bien, vous le faites bien de le dire pour moi, de condamner vraiment la plus grande fermeté ces actes-là. Ça n'honore pas la Côte d'Ivoire, ça n'honore pas les Ivoiriens, ça n'honore pas le pays que nous voulons être. Ça, c'est le premier point. Secondo, c'est vrai que les forces de l'ordre ont agi, ont réagi, elles ont attrapé certaines personnes, les enquêtes sont en cours. Donc je pense que moi, personnellement, j'ai écouté hier avec beaucoup d'attention le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo. Bon, il a dit qu'il fera en sorte que tout ce type d'actes-là ne se répète plus et que les Ivoiriens puissent vivre en toute quiétude. Et là, je ne peux que souscrire à ce qu'il a dit. À qui profite le crime? On ne sait pas qui il profite. Bon. Est-ce que ce sont effectivement des personnes isolées? On ne sait pas encore. Je pense qu'il faut laisser l'enquête. Le ministre de la Sécurité de l'Intérieur a dit qu'il prenne les choses en main. Le ministre de la Justice va le faire. Il y a aussi aujourd'hui le procureur de la République qui s'est saisi du dossier. Je pense qu'attendons de voir ce qui va se passer. Mais quoi qu'il en soit, je pense que le plus grand perdant sera notre pays. Le plus grand perdant sera la qualité de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Le plus grand perdant sera notre activité économique. Et je pense que c'est ça la chose qu'il ne faut pas perdre. Au-delà même des personnes qui nous dirigent, ce qui est important, c'est qu'on puisse vivre de manière apaisée, qu'on puisse dormir tranquillement, servir tranquillement, sans que les élections ne soient pas synonymes de peur au ventre. Bien. D'accord. Rapidement, parce que j'ai posé cette question, à qui profitent ces actes de vandalisme? Parce que juste à peut-être 1 heure ou bien 30 minutes après ces actes odieux, très peu recommandables là, les deux camps ont commencé à s'accuser mutuellement. Les deux camps, ceux du Front commun et ceux du RADP sur le méta, on a bien vu clairement que chacun accusait l'autre. Donc du coup, on s'est dit, mais attends, à qui profitent au juste ces actes? Puisque personne ne se reconnaît dans ce qui s'est passé. Qui sont-ils au juste? À qui est-ce que ça profite? Pourquoi? Ça soulève un certain nombre de questions. Raison pour laquelle je vous ai posé cette petite question. Tout ce qu'on espère, c'est que les coupables seront attrapés, châtiés, et puis subiront les rigueurs de la loi. Puis après, on verra. Moi, j'ai écouté certains commentaires, j'ai vu une vidéo, j'ai entendu des audios. Bon, après, il y a des fois, avec nos systèmes, des informations qui sont réelles, d'autres qui sont fake. Donc voilà, mais je pense que le temps nous dira ce qui s'est passé effectivement. Mais surtout, il faut que ces actes-là cessent et que s'il y a des personnes qui manipulent, que les manipulateurs arrêtent de manipuler. Bien. Alors, monsieur le ministre, d'aucuns parlent d'un échec des dispositifs de renseignement et de prévention parce qu'on assiste toujours à des événements malheureux. C'est vrai que la police a réagi plus rapidement. Comment vous répondez à ces derniers? Et puis, est-ce qu'il y a de quoi douter de la sécurité des citoyens à quelques mois de la présidentielle avec ces genres d'événements? Bon, ce que je peux dire déjà, c'est que le président de la République, à plusieurs reprises, a dit que nous pouvions être rassurés, aussi bien les Ivoiriens que les non-Ivoiriens, que les élections seront paisibles, que le climat sera apaisé et que chacun pourra vaquer à ses occupations. Donc, je crois à la parole présidentielle et je suis persuadé que ce qu'il a dit, il fera en sorte que tout se passe pour le mieux. Après, bon, je veux dire par là que c'est facile de dire, après coup, nos systèmes de renseignement n'ont pas été efficaces. Ils ont quand même réussi à réagir rapidement, c'est ça le plus important. Ils ont réussi à lancer les enquêtes. Et puis après, le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, est-ce que ce sera la vérité un jour? Et puis, même si ce n'est pas la vérité, si déjà après ces événements de la nuit du vendredi, il n'y a plus d'autres événements malheureux de ce genre, on aura tout gagné. Mais je pense qu'en fait, qu'au final, c'est facile de dire après coup que les systèmes de sécurité ou bien de renseignement et d'alerte n'ont pas fonctionné. Je pense que quelque part, il y a des fois du préventif, il y a aussi du curatif. Donc, on doit être aussi bon en préventif qu'en curatif. Donc, ils ont réagi facilement et on ne peut que vraiment féliciter les forces de l'ordre pour leur promptitude et d'avoir fait en sorte que
il n'y a pas plus de dégâts. Bien, Maître Sédé-Koné. Alors, monsieur le ministre, moi, j'ai suivi l'actualité comme tous les Ivoiriens. J'ai également vu que hier, sur le coup de 16h, heure GMT, le président exécutif du PPACI a réagi. Oui. Il a fait une déclaration dans laquelle, pour commencer, il a condamné les violences qui se sont produites à Yopougon. Mais deuxièmement, il a parlé de répression systématique de l'opposition et il a également appelé la Cour pénale internationale et les organisations internationales des droits de l'homme à se pencher de plus en plus sur le dossier parce que l'opposition a l'impression d'évoluer dans un régime coercitif. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'exposé du ministre Adon Diedje. Bon, moi, je n'ai pas de commentaire à faire. Hein. Il a dit, c'est vrai qu'il y a eu des arrestations arbitraires. Bon, il y a eu des arrestations. Ceux qui ont été arrêtés, il y en a eu 11. Je ne les connais pas. Il y a eu un monsieur qui est passé en vidéo à la télévision, à l'RTI, pendant l'exposé du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Bon, est-ce un militant de PPACI ou pas? Je n'en sais rien. C'est peut-être vous qui les connaissez. Vous pouvez dire si ce sont des vrais militants ou pas. Donc, tout ça sont les enquêtes qui vont nous permettre. Mais quoi qu'il en soit, en Côte d'Ivoire, les droits de l'opposition sont respectés. L'opposition s'oppose, elle est dans son rôle. Après, on peut l'écouter ou ne pas l'écouter. Moi, personnellement, beaucoup d'opposants, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais ils existent. Et je pense qu'il y en a qui ont une écoute, qui sont écoutés, ils ont des adhérents. Donc, il faut les respecter, il faut les écouter. Ensuite, le président Adon Diedje, il a dit ce qu'il avait à dire. Il a dit librement. Personne ne l'a inquiété. Donc, laissons voir. Si il estime que ces arrestations sont arbitraires, le temps va le dire. Tous ceux qui sont arrêtés, pour l'instant, ne sont pas encore jugés. Donc, il peut y avoir des fois des injustices dans les arrestations. Ça peut arriver. Peut-être que des fois, la police ou la gendarmerie me ratisse un peu large. Il faut laisser le temps aux enquêtes de se faire. J'aimerais revenir sans vouloir vous interrompre, même si je le fais. Monsieur le ministre, dans la chronologie des faits, lorsque les incidents ont débuté, quelque temps après, sur les réseaux sociaux, on a des trolls, c'est-à-dire des personnes qui disent des choses sur les réseaux sociaux pour énerver, qui font partie du paysage médiatique actuel, qui ont vite fait de jeter l'anathème sur l'opposition. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on a l'impression qu'on a eu des procureurs avant l'heure qui semblaient indiquer des coupables tout désignés. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça constitue une violation du secret de l'instruction, en quelque sorte, ou une entrave. Il peut y avoir des entraves, je suis d'accord avec vous, il peut y avoir des entraves. Mais ce qui est important, c'est la sécurité nationale. Et à un moment donné, quand la sécurité nationale peut être mise en cause, il peut y avoir certaines mesures d'urgence ou d'exception qui sont prises, qui peuvent être prises. Tel est le cas. Le plus important, moi, je vous dis, il y en a qui font des trolls, il y en a qui passent sur les réseaux sociaux, on les écoute, il y en a qui passent au sérieux, d'autres pas. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que la justice puisse faire son travail sereinement, avec beaucoup de sérénité, qu'on sache effectivement ce qui s'est passé. En ce qui me concerne, je n'ai aucun élément pour accuser le PPACI ou un autre parti, donc je ne peux pas les accuser. Celui de l'association avec vous doit être respecté, mais surtout, il y a des moments donnés, il peut ne pas être respecté pour des besoins de sécurité nationale. C'est peut-être le cas dans ce cas précis, justement pour circonscrire. Le procureur peut communiquer pour éviter les émeutes. S'il vous plaît. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'au final, aujourd'hui, le calme est revenu. On espère qu'il n'y aura pas d'autres événements de ce genre. Et on attend de savoir ce qui s'est passé. Après, chacun peut être senti coupable ou pas coupable. Il y en a qui ont dit que c'est le PPACI. Il y a quelqu'un qui a fait une joke pour dire oui, que c'est des gens habillés qui ont fait ça. Bon, tout ça, on met ça sur le sensationnel. On attend juste de savoir ce qui s'est passé de manière rationnelle. On attend que le procureur revienne vers nous en nous expliquant les faits. Bien plus, Chéric Balé. Oui, merci. Avant les événements de la nuit du 1er au 2 août, nous savons tous qu'il y a un phénomène que les citoyens subissaient dans le pays, ou du moins subissent dans le pays, qui est celui des microbes. Microbes qui sont appelés officiellement enfants en conflit avec la loi. Donc un groupuscule armé comme les microbes SAM qui viennent attaquer un bus et une voiture de police, vraiment ça donne lieu à beaucoup de questions qui n'ont pas forcément de rapport avec la politique. Ce bus-là, lui, faisait quoi là, à cette heure-là, alors que les soirs, tous les bus rentrent au dépôt? Cette voiture de police faisait quoi là, à cette heure-là? Où étaient les policiers qui l'ont garé là? Et pourquoi est-ce que ces deux engins étaient au même endroit bizarrement?
Maintenant, ces agresseurs, ou du moins ces auteurs d'actes de vandalisme qui ont agi, qui étaient-ils? D'où viennent-ils? Dans notre pays, on a mis des caméras partout. Donc, normalement, ces caméras-là devaient permettre d'identifier clairement les individus qui ont commis ces actes. Parce que nous tous, on a vu ce qui s'est passé, enfin, ce qui s'est dit sur les réseaux. Et moi, personnellement, je ne lis pas ces actes de vandalisme-là à la politique. Voilà, parce que je me dis que c'est des faits qu'on vit tous les jours, mais c'est curieux quand même qu'il y ait toutes ces choses. Et pourquoi est-ce que, pendant que l'instruction est en cours, on vient faire témoigner des gens à la télé? Est-ce que c'est la première fois qu'il y a des faits gravissimes qui se passent? Pourquoi ceux-là, particulièrement, on vient les faire témoigner? Bon, est-ce que ce sont des témoignages qui ont été faits volontairement ou sous la contrainte? Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Bien. Allez-y, monsieur le ministre, c'est malheureusement la dernière question sur ce sujet. C'est un commentaire que vous faites, donc je ne vais pas relever. Je vois que vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Vous avez des notions aussi d'inspecteur, puisque là, vous êtes en train de décortiquer une enquête. Je pense que vos conclusions... Oui, mais on connaît les procédures. Et puis pourquoi, la dernière question, pourquoi est-ce que le lendemain, il y a des militants du PPACI qui ont été enlevés? On sait que début juillet, il y a une vague de militants de PDCI qui ont été enlevés. Là, maintenant, c'est le PPACI. Est-ce que ce n'est pas une persécution contre l'opposition? Ce n'est pas une persécution contre l'opposition, loin de là. Jusqu'à aujourd'hui, les ordres de l'opposition sont respectés. Il n'y a pas de chasse aux sorcières. Les enlèvements, ce n'est pas le respect des droits. S'il vous plaît, madame, vous avez bien commencé. Je ne sais pas mal l'émission, comme ça, m'interrompt de nouveau. Donc, excusez-moi de vous faire cette remarque-là. Donc, ce que je veux dire juste, moi, personnellement, laissons la justice faire son travail. Après, on saura. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypothèses, beaucoup d'idées. Pourquoi oh, moi, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas, comme vous, un commentateur de l'actualité. Moi, je suis un acteur de la vie politique. Donc, je reste dans mon rôle. Je laisse la justice faire son travail. Il faut laisser la procédure suivre son cours. La seule chose que je peux faire, et je rejoins le Dr Ouattara, c'est de condamner avec la plus grande fermeté ces actes. C'est de féliciter les forces de défense et de sécurité, les forces de l'ordre pour avoir réagi rapidement. Le reste sont des hypothèses. Tout ce que j'espère, c'est que la vérité sera sue et connue très rapidement. Bien, merci monsieur le ministre d'avoir répondu à toutes les questions. C'est l'heure maintenant de nos rubriques habituelles, le carton rouge et le chiffre du jour, c'est maintenant. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, rubrique dans laquelle nous faisons des coups de gueule sur des sujets qui nous tiennent à cœur ou des sujets d'actualité. Le premier carton rouge de cette semaine, de ce mois d'août, c'est avec plus Chéri Balé. Honneur aux femmes. Merci. Mon carton rouge va à l'endroit de nos autorités policières et judiciaires concernant cette façon cavalière d'arrêter les gens. Cette affaire d'enlèvement, ça a commencé depuis l'année passée, ça se poursuit. On aimerait les interpeller pour leur demander de revenir aux procédures. Quand on a un problème avec quelqu'un, on le convoque. C'est quand la personne ne vient pas qu'on envoie des policiers le chercher, mais là encore, on ne l'enlève pas. Donc vraiment, il y a un problème de sécurité qui est très inquiétant dans notre pays en cette période électorale. Maître Cédric Koné, carton rouge. Alors, mon carton rouge, il s'adresse à tous ces trolls qu'on a pu voir ces dernières 48 heures sur Facebook qui se sont empressés de désigner un coupable sitôt des événements que nous condamnons d'ailleurs qui sont survenus à Yopougon. Donc, ce n'est pas une bonne façon et ce n'est pas une façon saine de faire de la politique ou d'animer la vie sociale sur les réseaux. Voilà, il faut que ça cesse pour qu'on puisse vivre dans la concorde et il ne faut pas avoir peur de la démocratie et de la liberté d'expression de l'autre. C'est un droit qui est garanti par tous les articles que nous avons au monde, mais c'est également un droit pour lequel les opposants d'alors se sont battus pour que les tenants du pouvoir actuel puissent parler. Il y a un docteur Daouda Ouattara. Alors, mon carton très très rouge d'aujourd'hui ne vient pas de moi, mais il vient de M. Gaussou Fofana, qui est un Jassaman, qui est un petit débrouillard de la rue, qui sort chaque jour pour gagner son pain. Alors, il me dit de donner ce carton rouge selon lequel il faut condamner avec la dernière énergie tout ce qui s'est passé à Yopougon. Et
décourager, de sorte à ce que ça décourage les éventuels fauteurs de troubles pour ne pas que ça trouble la quiétude de la population, puisque la psychose ne fait que s'agrandir de jour en jour. Oui. Parce que c'est quand on sort le matin, qu'on gagne son gagne-pain quotidien. Donc, au carton rouge à ces derniers-là, les fauteurs de troubles. Monsieur le ministre, votre carton rouge? Bon, c'est la deuxième fois que je participe à ça. J'ai toujours du mal, donc je vais essayer de le faire, mais je dois me prêter au jeu de l'émission, enfin aux règles de l'émission, pas aux règles de l'émission. Moi, mon carton rouge ira aux hommes politiques qui ne savent pas utiliser un ton apaisant, un ton apaisé, un ton respectueux. Voilà, c'est vraiment cela. Je pense que nous sommes un pays qui se modernise, qui évolue. Nous allons fêter dans 2 jours notre 65e anniversaire. Ça commence à chiffrer. Nous sommes plus une jeune nation. Donc je pense qu'à quelque part, je tiens vraiment à appeler les hommes politiques à beaucoup de responsabilités, parce que ce sont eux des exemples, ce sont des voix que notre jeunesse écoute, que notre population écoute. Et je pense que quelque part, avoir un ton apaisé permet d'apaiser aussi la population. Donc voilà, c'est ce que je pourrais donner comme carton rouge. Bien. Maintenant, le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 11. C'est le nombre de personnes interpellées dans la nuit du vendredi 1er août 2025 au 2 août à Yopougon suite à une attaque d'une extrême violence. Aux environs de 23 heures, un groupe d'individus lourdement armés de machettes, gourdins, armes à feu et cocktails incendiaires a semé la terreur sur l'axe menant à la compagnie des sapeurs-pompiers du complexe Jesse Jackson de Yopougon. Masqués et déterminés, ils ont incendié un bus de la Sotra avant de s'en prendre à un véhicule de la police nationale, molestant ses occupants grâce à l'intervention rapide des forces de l'ordre. 11 suspects ont été arrêtés. Quel commentaire faites-vous sur ces faits que nous avons dépêchés? Oui, 11 personnes. 11 personnes. Nous, ce qui nous interpelle, c'est comment ces personnes ont été identifiées. Je parlais tout à l'heure des caméras. Le lendemain, on a eu des arrestations arbitraires. Est-ce que ces personnes arbitrairement arrêtées font partie des 11? Est-ce que c'est en situation de flagrant délit qu'on a pris ces 11? En tout cas, c'est un chiffre qui nous fait poser des questions dans le sens du souci des droits de l'homme. On espère que c'est vraiment 11 personnes arrêtées régulièrement et pour des raisons qui sont vérifiées. Bien, docteur Daouda Ouattara. Bien, primo, il faut dire que chacun va répondre de ses actes devant la justice. Parce qu'on ne peut pas avoir commis de tels actes odieux et puis répartir à la maison paisiblement. Enfin, deuxièmement, que la justice fasse tout son possible, que la justice fasse son travail sans état d'âme, sans émotion, sans parti prise, pour que les Ivoiriens soient rassurés. Parce que la psychose ne fait que monter de jour en jour. Et c'est la conclusion de ces enquêtes qui va soit augmenter la psychose au niveau de la population, soit baisser d'un ton ou apaiser totalement ce que la population se met déjà en tête. Parce que, une chose est certaine, la Côte d'Ivoire revient de loin. Et nous n'avons plus envie, et jamais, au grand jamais, envie de revivre ce que nous avions vécu en 2017, il y a 15 ans de cela. Chacun aspire à ce qu'il y ait la paix, parce que c'est quand il y a la paix que le banquier peut aller travailler à la banque, le policier peut sortir le matin, revenir le soir, le petit gassaman grouilleur peut sortir le matin, revenir avec quelque chose à la maison, le planteur peut vendre son anacarde, son cacao, etc., etc. Chacun travaille à son niveau pour l'avancement de ce pays. Sans la paix, il ne peut pas avoir cela. Donc, nous voulons tous aller dans le sens de la paix. Donc, que justice soit faite pour que tout le monde soit situé. Monsieur le ministre, votre commentaire pour terminer. Je pense que le docteur Ouattara m'enlève les mots de la bouche. Je ne veux pas répéter ce qu'il a dit, mais je pense que je suis en phase avec lui. Comme a dit hier le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, force à la loi. Je pense que nous avons tous écouté son interview. Le plus important, c'est que le calme revienne. Le calme est déjà revenu. Que nous ne vivions plus ce type d'événement. Je pense que élection ne doit pas rimer avec, comme diraient les Français, avec baston. C'est-à-dire qu'il ne doit pas rimer avec trouble. Je pense que l'élection, c'est des fêtes populaires, des moments d'échange, des moments de démocratie, des moments de joie, des moments justement pour comprendre ce que nous allons vivre dans les 5 années à venir. Et je pense que cet acte de Yopougon est le dernier de cette série. Ce n'est qu'un début, mais il faut que ce soit le dernier, afin que chacun puisse vivre
paisiblement et tranquillement. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. À vous aussi, chers consultants, Dr Daouda Ouattara, puis Chéric Bali et Maître Cédric Koné. Cette émission a été réalisée par Maxwell Begré. Merci à toutes les équipes de production et rédactionnelles qui ont contribué à la réalisation de cette émission. À vous aussi, chers téléspectateurs, rendez-vous est pris demain 19h50 pour un autre numéro d'Entre-deux News, une autre interview avec Isiaka Sangaré, président du courant Démocratie et Valeurs, pour une autre interview que nous vous invitons à suivre demain sur nos différents canaux sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Reflet TV, notre site internet www.reflet.tv et la TV d'Orange, et puis bien sûr sur le bouquet Canal+, 337 sur Free, 437. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.